Bonjour à toutes et tous, je suis ravi d'être ici dans cette grande amphi un peu sombre, ma foi. Je ne vois pas les gens du fond, je m'en excuse. Alors, sachez que cette... oui, si, un petit peu, d'accord. Sachez que cette conférence est organisée donc par l'IFROS et la FEAP et qu'elle s'est organisée sur LinkedIn. Ni plus ni moins, puisque on s'est dit que c'était une bonne chose de travailler sur ces sujets sur une publication, je sais plus, c'était peut-être Jean-Baptiste qui mentionnait la publication, et je lui disais mais oui, mais en plus de ça, on peut venir présenter la publication, donc c'est encore mieux in vivo de vous parler de tout ça, parce que c'est des sujets vraiment très intéressants qui me passionnent. Vous dire que j'ai pas de lien d'intérêt, j'ai ma déclaration qui est disponible sur internet si vous voulez vérifier. Donc ces précautions étant faites, on va commencer tout de suite. Alors ça tombe bien, on est sans trop se concerter, je crois qu'on est parfaitement complémentaires. Je vais revenir mais très rapidement et en mode un peu critique sur la représentation des usagers qui vous a été présentée très rapidement. Je vais vous présenter le contexte, pourquoi il y a des nouvelles formes d'engagement des usagers maintenant. Et on va voir qu'il y a il y a un moment, et puis un peu les conséquences, les points d'opportunité, les vigilances. Donc je travaille à Paris, au pôle plaidoyer de France Asso Santé. Donc le pôle plaidoyer, c'est le pôle entre guillemets influence. Alors lobbying, on n'utilise pas tellement dans le monde associatif, puisque entre guillemets c'est de l'intérêt général. Et donc rapidement, France Asso Santé. Alors ça a été présenté. On est une institution intronisée dans le Code de la santé publique par la loi de 2016. Quand même un lien d'intérêt. On forme les représentants des usagers qui interviennent dans les établissements de santé et on représente les intérêts d'une centaine d'associations d'usagers. D'ailleurs, quand on dit usagers, c'est assez large, puisqu'en fait, on a des associations de patients purs et durs, par exemple la Fédération française des diabétiques. On a des fédérations un peu plus axées médico-sociales, par exemple l'APF France Handicap ou la FM Téléthon. On a des associations de consommateurs, par exemple on a l'UFC Que Choisir. On a des associations de victimes du médicament et on a des associations de personnes âgées et des fédérations de retraités. Donc c'est une fédération, une union au sens large, constituée de plein d'associations diverses et variées, et on a 18 délégations régionales, dont une délégation régionale arabe, bien sûr, qui n'a pas pu venir aujourd'hui et qui s'excuse. Ces précautions étant faites, vous m'excuserez, je vais passer rapidement sur la partie bilan de la représentation des usagers. Simplement, je passe aussi la définition parce qu'elle a été dite précédemment. Simplement vous dire quand même que cette affaire de représentation des usagers, notamment dans les établissements sanitaires, c'est ce que les économistes appelleraient quand même une situation de quasi-monopole. C'est-à-dire que on a dit, et l'article du Code de la santé publique est absolument limpide, le L1114-1, absolument limpide sur seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières de santé publique. Et donc à partir de là, on a quand même sacrément balisé les modalités de participation des usagers en 2002 en disant, ma foi, seuls les membres des associations agréées peuvent représenter, donc ils peuvent être garagistes ou plombiers, certes, mais ils doivent faire partie d'une association agréée du système de santé, ce qui fait quand même une barrière à l'entrée. Et finalement, contrairement à des pays plus anglo-saxons, on a développé finalement une représentation, une forme de représentative, comme les députés représentent entre guillemets les citoyens. Les représentants des usagers sont pas forcément concernés par la maladie d'ailleurs. Ils peuvent être garagistes et ont envie de s'impliquer dans la santé, mais disons que ils représentent les intérêts des usagers sans forcément être concernés par la maladie. Voilà. En tout cas,
la loi de 2002 nous met en situation quasiment monopolistique sur cette affaire-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe, du coup ? Eh bien, alors, c'est absolument pas visible sur mes petits écrans en face, mais du coup, ça, c'est la cartographie de là où sont les représentants des usagers. Et finalement, les représentants des usagers sont à peu près implantés dans énormément d'instances sur toutes les couches, qu'elles soient nationales, sur le violet le plus foncé, au niveau tout à fait local, sur le vert. J'ai pas de qualification sur le vert. J'allais dire le vert agricole, mais c'est pas terrible non plus. Donc voilà. Donc en fait, quand même, cette affaire-là, on nous implante dans beaucoup d'endroits. Et donc, quand même, je passe très vite, pour vous dire que c'est peut-être pas finalement une question d'implantation, et je vous rejoins là-dessus, mais plus une question d'effectivité. C'est très bien d'avoir une chaise ou un pull sur la chaise, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est peut-être ça le problème aujourd'hui, et c'est peut-être ça le contexte qui nous fait développer de nouvelles formes d'engagement aujourd'hui. Donc, une situation quasi monopolistique de représentation dans les instances hospitalières et de santé publique. Et un millefeuille. On l'a vu, il y a différentes strates, différentes couches. Et même si je dois avouer que je représente les intérêts de l'Union nationale des associations agréées, tout ne marche pas si bien. En effet, cahier des charges, 18 heures pour un garagiste qui veut représenter les usagers dans les instances hospitalières et de santé publique. Donc quelqu'un qui n'y connaît rien à la santé, il a seulement 18 heures de formation obligatoire. Donc vous voyez, pour apprendre la complexité du système de santé, comprendre comment fonctionne un établissement de santé, etc., etc. Premier problème, le déficit, entre guillemets, de formation dans un univers quand même qui fait la part belle aux savoirs soit scientifiques, médicaux, paramédicaux, soit techniques, direction hospitalière et autres. Donc, on se retrouve avec des gens qui n'ont pas forcément de connaissances au sein d'instances ultra techniques. Voilà, premier problème. Deuxième problème, la notoriété. Là, on n'a pas, et c'est dans notre banette, ça c'est clair, on n'a pas forcément bien réussi à communiquer sur ce qu'est la représentation des usagers auprès des patients eux-mêmes qui fréquentent les établissements, mais également auprès des professionnels et des directions. Ça c'est clair, c'est un loupé pour nous, mea culpa. C'est un loupé, on essaye de progresser, de faire des campagnes d'information, de faire des témoignages de représentants des usagers, d'utiliser la presse locale avec une photo des représentants des usagers, bras dessous, bras dessus, qui expliquent dans la presse quotidienne régionale locale ce qu'ils font dans l'hôpital, mais c'est insuffisant, c'est clair, ça c'est dans notre banette. Et puis il y aurait tant d'autres problèmes à aborder. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est un système... On est obligé de le dire, même si je défends les intérêts de l'association qui porte ce système-là, on est obligé de le dire que c'est quand même pas un succès, alors international si, puisque dans les autres pays ça n'existe pas forcément, mais en termes d'effectivité et de fonctionnement courant, c'est pas non plus la panacée. On est obligé de le constater. Ça, c'est pour un bilan ultra rapide de la loi Kouchner. On en a eu plein l'année dernière parce que c'était la 20 ans, donc je peux vous donner en ressources. Il y a plein de replays super qui présentent bien les choses. Alors, pourquoi apparaissent de nouvelles formes d'engagement maintenant ? Pourquoi il y a une massification ? Déjà... Parce que, je ne sais pas si, là, moi j'ai été hier à Santexpo, ou si vous avez traîné vos guêtres dans des espaces de concertation, des colloques ou autres, le mot expérience patient apparaît partout. On voit, là j'étais notamment avec des éditeurs de logiciels informatiques, ils mettaient expérience partout, et je leur ai dit, mais alors vous faites des portails d'entrée ou des... Non, c'est juste que bon, ça fait bien. Donc le mot, en fait, on voit bien que l'expérience patient monte aujourd'hui, et que finalement on s'en est pas tellement préoccupé, quand on regarde les manuels notamment successifs de la HAS, etc. On voit que là, dans le dernier manuel, il y a une transition sémantique.
et qu'on voit là apparaître ces mots, mais que finalement, on a très fortement privilégié sur les items d'efficacité clinique et de sécurité des soins, et que finalement, cette question de l'expérience patient, elle est assez nouvelle, elle est assez récente. Et la preuve en est, il y a un institut qui s'est créé, Institut français de l'expérience patient, pas en 2002, pas en 2003, mais en 2016. Donc, on voit bien que ce sujet-là, il monte, il sort, il avance. Pourquoi il monte notamment ? Parce qu'on a des preuves. On commence à avoir des données probantes de la littérature anglo-saxonne, notamment sur l'engagement comme déterminant de la qualité des soins. Et oui, quand on engage les personnes concernées, ça te fait de meilleurs soins. Alors, je vous ai mis deux, trois données probantes, conclusions d'études, mais ça améliore la réputation, ça améliore l'observance, ça améliore les résultats de santé, ça améliore le coût. Enfin bref, on commence à avoir sacrément de littérature pour montrer que engager les patients dans leurs soins sur le plan individuel et sur le plan collectif, c'est bon pour tout le monde. Les patients, les soignants et tout le système de santé d'une manière générale. Bref, ça accentue aussi, on commence à dire, ah bah oui, quand même, va falloir qu'on s'y mette. Et puis c'est vrai que quand il y a des gens qui sont encore un peu réticents, quand on leur donne des données probantes, bah finalement les cartésiens, bah ça les convainc un peu plus encore. On est aujourd'hui, je pense, dans une ère de l'expérience, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de l'objet de soin qui devient sujet de droit avec la loi de 2002. Heureusement, la loi officialise, mais en effet, on espère qu'il n'a pas fallu une loi pour que le malade et l'usager objet de soin deviennent sujet de droit. Et il me semble qu'il y a une transformation depuis une dizaine d'années et une massification depuis 2-3 ans sur, finalement, l'usager. C'est tous les concepts autour du modèle de Montréal qui ont vraiment poussé ce changement paradigmatique. L'usager n'est plus objet de soin, il est toujours sujet de droit, mais il est aussi membre de l'équipe de soins ou de l'équipe soignante. Et ça, moi, à mon sens, c'est un vrai changement de paradigme. C'est DCPP, c'est la direction du partenariat à l'Université de Montréal en 2010, et Élan solidaire, c'est le nom du projet stratégique de la Fédération française des diabétiques en 2009, qui consacre le terme de patient expert. Et donc, dans ces années-là, on voit bien qu'on est passé d'un rôle d'usager finalement au sujet de droit, mais encore sujet de droit, c'est encore un peu passif cette affaire, même s'il y a la question du consentement et autres. Et il me semble que ces 10 dernières années, on est passé de l'usager membre de l'équipe de soins, pas au centre. On entend beaucoup dans les communications politiques, l'usager doit être au centre de l'équipe de soins. Ben oui, mais s'il est au centre, il participe pas avec les autres autour. Et donc, il y a cette notion vraiment de membre de l'équipe qui explose à Montréal et qui est au cœur du projet du patient expert. Alors, j'ai demandé à mon président à France Asso Santé, qui était l'ancien président de la Fédération des diabétiques, je lui ai dit, mais pourquoi patient expert quand même ? Maintenant, ça crispe pas mal les gens. Expert de quoi ? Expert pourquoi ? Les experts sont plutôt médico-scientifiques. Il m'a dit, écoute Alexis, à l'époque, personne n'en voulait. Et donc, c'était histoire de faire un peu de provoque et de faire la place dans ce monde-là. Et donc, aujourd'hui, on privilégierait plutôt le terme patient partenaire, puisque partenaire justement de l'équipe de soins, et partenaire qui est plutôt une appellation issue du modèle de Montréal précédemment cité. Je suis un poil trop long là-dessus. Ça a été dit précédemment. Il y a donc l'ère de l'équipe, l'ère de la participation individuelle, la participation individuelle à finalité individuelle. Ben finalement, moi, je suis tout autant légitime que les soignants à participer à mon propre projet de soins, quand même. Et à finalité collective. Eh ben oui, quand moi-même j'ai été hospitalisé ou je suis accompagné dans un établissement sanitaire ou médico-social, ben finalement, que je réponde à un questionnaire, que je fasse part de mon expérience, ça permet d'améliorer la qualité pour les autres. Donc, c'est la distinction qui a été faite entre participer pour soi et participer pour autrui. Et donc là,
moi, je pense qu'il y a un énorme potentiel transformationnel sur la participation pour autrui, d'où le document France Asso Santé sur les nouvelles formes d'engagement qui se concentre sur la participation pour autrui. Et donc, ça va être le sujet de mon propos juste après. Alors, quand même, sur pourquoi ça émerge maintenant, on voit, et il y a une recherche suisse absolument géniale que je donnerai en référence si vous voulez là-dessus, c'est qu'en fait, on a aussi un déplacement des espaces de mobilisation des usagers. Il y a eu mention de aide tout à l'heure, Daniel Defer. On voit que finalement, le militantisme et l'engagement des usagers n'est pas que l'affaire des associations d'usagers. Contrairement à ce que la loi de 2002 a fait en organisant un système quasi monopolistique du représentant des usagers. Comme dit Christian Saout, je vais reprendre sa citation, la loi de 2002 a organisé la représentation de certains et pas la participation de tous. Et donc on voit qu'aujourd'hui ça explose, les nouvelles manières de s'engager, et pas forcément dans les associations. Il y a des patients leaders d'opinion, malades chroniques sur Twitter. Il y a des patients qui sont en train de monter des collectifs locaux au sein de leur quartier, etc., etc. Et donc, l'association n'est plus l'unique véhicule de l'engagement des usagers. Donc ça, c'est un premier changement, je trouve, quand même paradigmatique, et assez, pour rien vous cacher, nous, c'est une question stratégique. On est l'union des associations d'usagers. Comment on fait si l'engagement des usagers se passe certainement encore dans les associations, mais aussi beaucoup en dehors? Bon, ça c'est une question stratégique pour nous. Voilà. Un changement de posture. On était dans les années VIH et autres dans le militantisme, la défense des droits. C'est d'ailleurs pour ça que dans les textes, les commissions des usagers, on a beaucoup de choses sur les plaintes et réclamations, comment on défend les droits des patients, comment on s'assure que les droits sont assurés, etc., etc., etc. Or, aujourd'hui, on voit bien que la nouvelle génération, notamment de malades chroniques, mais pas que, eh bien, ils disent « Ok, c'est bien la défense des droits, c'est un préalable, mais en fait, pour vraiment transformer le système, il faut co-construire avec les soignants, avec les directions dans les projets. » Et ça, nous, on a une tension gigantesque dans les assos entre les militants de la première heure qui sont là, qui arrivent, le poing en l'air, mais qui ont défendu et qui ont eu des combats immenses, notamment dans la loi de 2002, sur la reconnaissance du consentement et sur plein de choses. C'est pas question de ça, mais on voit, par exemple, toute une génération là de malades qui sont pas forcément révoltés. Faut dire, ils n'ont pas vécu forcément les scandales sanitaires des années 80-90, on est d'accord, mais avec une posture de co-construction. Ben moi, je veux bien travailler. La direction hospitalière ou la direction de l'établissement a prévu de refondre l'LB du bâtiment. Je veux bien participer avec l'architecte au design de l'LB du bâtiment C de l'aile A. Bon, c'est un gros hôpital, je vous l'avoue. Mais en vrai, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc, nous, on est au cœur de ces tensions aussi entre cette velléité de défense des droits et cette posture de co-construction. Et donc ça, on ne sait pas encore trop gérer, c'est aussi dans notre projet stratégique. Et puis, évidemment, la reconnaissance des savoirs expérientiels. Oui, une mère qui passe 12 ans auprès de sa fille en situation de handicap à l'aider à s'alimenter via une sonde ou autre, oui, elle a des savoirs expérientiels de cette situation-là. Oui, elle peut aider d'autres personnes, d'autres parents notamment et d'autres enfants qui sont nouveaux dans cette situation-là. C'est ça les savoirs expérientiels, et cette phase de reconnaissance des savoirs expérientiels, c'est autour de ça. Et ça,
on n'a pas tellement, sauf dans quelques associations, hein, je pense notamment à des groupes d'autosupport sur le VIH et plein d'autres modalités, mais ça, finalement, on l'utilisait dans les associations, mais on ne l'utilisait pas forcément au cœur du système de santé, dans les établissements notamment. Et ça, c'est une formidable richesse qu'on va pouvoir, on va le voir, utiliser en lien avec les professionnels de santé et les directions hospitalières. Donc le mot engagement, ça a été le mot qui a été choisi. Dans la littérature, on parle parfois de participation. Bon, c'est vrai que le mot d'engagement, il est pas forcément clair quand on dit il y a des nouvelles formes d'engagement. Bon, vous-même, je ne sais pas si vous saviez à quoi vous attendre en arrivant à ces échanges, mais en tout cas, bon, voilà, c'est une manière de toute forme d'action individuelle ou collective au bénéfice de la santé, du bien-être ou de la qualité de vie ou de celui des pairs. Alors, on rentre maintenant dans le cœur du sujet. J'étais un peu long pour arriver là, mais on voit bien le contexte qui fait qu'il y a de nouvelles formes d'engagement. Donc, il y a plusieurs types d'engagement, plusieurs lieux où s'engager et plusieurs intensités d'engagement. Alors, je suis désolé, là, c'est écrit en petit, mais c'est dans le doc accessible dont on parlait tout à l'heure que j'enverrai et qu'on enverra à toute la promo. Il y a plein de formes d'engagement possibles. Donc, il y a la représentation des usagers, bien sûr. Là, sur le schéma, on voit aussi Cathy, 42 ans, patiente partenaire de type ressources en oncologie. Donc, c'est Cathy, elle a eu un cancer du sein en 2012. Après son rétablissement, elle a voulu s'investir. Elle a remarqué qu'elle avait appris des choses à gérer sa maladie, à gérer son parcours de soins, à gérer ses complexités. Et donc, elle s'est dit, je veux aider d'autres patientes qui ont vécu la même chose que moi. Donc, pour vous donner le background du document, tous ces gens-là font partie du groupe de travail France Asso Santé qui a écrit le document. Donc, Cathy existe vraiment. Elle s'appelle pas vraiment Cathy, mais elle a vécu exactement ce parcours-là et c'est exactement ce qu'elle fait. Nicolas, alors là, je lui ai mis 10 ans de moins dans le persona, mais il a quand même, il existe quand même, il est représentant des usagers, donc ça, je développe pas plus. On a aussi de formidables personnes qui interviennent dans les services des établissements. Je pense notamment parfois aux blues roses, aux clowns, aux visiteurs médicaux qui interviennent, aux personnes qui interviennent sur la fin de vie dans le soutien et qui font partie d'associations qui ont conventionné avec les établissements. C'est une forme d'engagement également. On a également Sébastien, médiateur de santé père. Donc Sébastien, il a des problèmes de santé mentale. Il a entendu parler du statut de médiateur de santé père, donc il y a un statut avec un diplôme obligatoire et une forme, et il est salarié, et donc il est un salarié de l'établissement, et donc il obtient une formation, il intervient auprès de personnes nouvellement diagnostiquées. Alors il y a beaucoup de Sébastien en France, notamment sur les thématiques de père aidance en schizophrénie, en bipolarité, etc. Et puis on a Karine, la père aidante familiale dont je donnais l'exemple tout à l'heure. J'accompagne les gestes de ma fille dans la vie quotidienne pour ses rendez-vous médicaux, etc. Donc Karine, elle est père aidante familiale, c'est-à-dire qu'elle accompagne sa propre fille dans son parcours de soins et elle aide les autres familles à finalement aider leurs proches dans leur parcours de soins. Et puis on a la patiente experte intervenante en éducation thérapeutique du patient. Et donc là, c'est MJ, donc Marie-Josée, si on veut, et elle intervient dans 3 programmes d'éducation thérapeutique. Donc ça, vous le retrouverez dans le document, je développe pas plus. Une appellation plus scientifique, il y a un papier des HCL qui est pas mal fait sur finalement les rôles que peuvent avoir ces nouvelles formes d'engagement. Alors, il y a finalement s'engager au niveau de l'organisation des soins. Ça, c'est plutôt patient ressources. Il y a finalement s'engager auprès d'autres patients. C'est plutôt père aidant. Et il y a finalement s'engager en tant que formateur, par exemple, en éducation thérapeutique. Et c'est plutôt patient formateur. Je vais passer assez vite, vous aurez le diaporama de toute façon. Mais patient ressources, sur un exemple très concret, finalement, c'est l'architectural. Vous avez besoin de refondre l'LB.
Un patient ressource, donc qui a préférentiellement, par exemple, utilisé votre établissement et donc a vécu les difficultés dans sa chair de naviguer dans votre établissement, ça peut être intéressant de l'associer à un projet d'aménagement architectural. Quelqu'un qui travaille, vous êtes en refonte de votre parcours de prise en charge sur une spécialité clinique ou sur une forme de handicap, vous pouvez associer les personnes concernées à la refonte de ce parcours. Sur la digitalisation, alors j'ai pas encore vu, malgré beaucoup d'exemples de start-up alors il y en a quelques-unes, mais qui travaillent comme ça avec des usagers. Et puis aussi être partie prenante de la gouvernance d'un projet d'établissement. Père aidant, je développe pas plus, vous voyez le concept. Par exemple, c'est quelqu'un qui a eu un cancer et qui accompagne des personnes nouvellement diagnostiquées. Alors, ça peut être sur le plan individuel ou collectif, via des groupes de travail, etc., etc. Voilà. Là, je vous ai mis une fiche de poste d'un institut de cancéro en Nouvelle-Aquitaine, et c'est l'ARS qui finance dans un centre de cancéro un patient partenaire, donc là de type ressources. Et donc on voit que là c'est un CDD de 18 mois avec une journée de travail de 1,25 jours de travail hebdomadaire avec des prérequis, etc. Donc rien que le terme fiche de poste, je trouve ça intéressant. On est déjà dans toute autre chose que la représentation des usagers. On voit une professionnalisation en fait de l'engagement, puisqu'il y a une fiche de poste, il y a un salaire, il y a un contrat. Donc voilà, je vous ai mis cette copie d'écran pour la sémantique. Alors, les lieux d'engagement maintenant. Donc, on a vu les différents types d'engagement. Non exhaustif, c'est très très riche. Et la sémantique n'est pas stabilisée. Alors, les sociologues diraient c'est normal, c'est le propre d'une discipline qui se cherche, de ne pas avoir de sémantique. Et donc, des fois, on a des difficultés, notamment nous, pour nos RU, nos représentants des usagers, ils viennent me voir, mais attends, c'est patient partenaire, expert ou père aidant, je comprends plus rien. Et donc, c'est un peu difficile parfois de clarifier tout ça, parce qu'il y a un bouillonnement sémantique autour de la diversité des interventions. Voilà. Et donc, sachez qu'on peut intervenir dans plein de lieux. On peut intervenir évidemment dans des activités de soins ou d'accompagnement, au cœur des établissements, j'ai envie de dire, dans des programmes d'éducation thérapeutique ou pas, au cœur des services ou pas, évidemment au sein des structures. Et on va voir que c'est pas sans créer de tension. Ça peut être aussi dans des instances de gouvernance. Donc, on peut voir qu'un patient partenaire de type, par exemple, père aidant qui va aider, on peut voir qu'il peut, dans certaines instances, être tout à fait intéressant d'être en interface avec les représentants des usagers. Dans la formation des professionnels de santé et du travail social, ça, c'est l'application, j'allais dire, qui va changer la donne aussi, qui est des... alors à Montréal, ils ont beaucoup d'avance, ils ont des patients enseignants qui font partie du corps enseignant. Dans quelques universités, notamment à Bobigny, Paris 13 et quelques autres, on voit que ça commence à changer par grappe d'innovation. Mais voilà, en tout cas, sachez qu'il y a un vrai bouleversement et dans les structures de soins et dans les structures de formation. Et puis, évidemment, dans les activités de recherche et d'innovation. On voit notamment le potentiel transformationnel des communautés de patients en ce moment autour de la recherche, etc., pour avoir une recherche plus centrée patient et pas avoir des protocoles uniquement faits avec des chercheurs qui ne prennent pas en compte les besoins des usagers. Et puis, bien évidemment, un engagement qui varie en intensité. Donc, ça varie dans ses formes, ça varie dans les lieux et ça varie dans les intensités. Donc là, je vous ai mis l'échelle classique qu'on met sur les intensités d'engagement. Je rejoins tout à l'heure ce qui a été dit. Vous avez des représentants des usagers dans des instances qui ont un niveau d'engagement qui est quasi de la co-construction et de la collaboration, alors que dans d'autres instances où ça joue pas du tout le jeu de la démocratie en santé, on est à la limite de la manipulation et tout au plus de l'information. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand un usager, par exemple, arrive dans une instance territoriale, ou dans un établissement, tout simplement dans une commission des usagers, qu'on lui envoie la veille un paquet de 8 documents de 90 pages et qu'il y a 19 sigles absolument incompréhensibles,
on n'est pas très haut, on n'est pas très en haut de l'échelle. Voilà. Donc on est à la limite de l'information. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir conscience de tout ça et d'en discuter. Voilà. Et puis, bien sûr, comme je fais aujourd'hui, d'essayer de sensibiliser les directions d'établissement au jeu de la démocratie en santé, et que finalement, ça se fait pas de soi. C'est extrêmement. Finalement, c'est assez dur. Hein. On a toutes les lois, on a tout le dispositif, mais c'est assez dur d'engager les personnes concernées. On va pas se le cacher. C'est des méthodes participatives et c'est des savoir-faire, et c'est quand même une sacrée foi en tout ça. Et pour finir, mon dernier point, pour pas être trop long et avoir évidemment des échanges avec vous, ce qui est le plus intéressant. L'arrivée de ces nouvelles formes d'engagement dans le système de santé, on est content. Alors, on est un peu inquiet, mais on est content. On est content, pourquoi ? Parce que je le disais, finalement, le monde de la démocratie en santé, on lui a mis quelques petites touches en 2016, en 2009, mais finalement, on voit que on n'a pas tellement changé les choses depuis 2002, donc il est temps de s'interroger un petit peu sur tout ça, et que l'arrivée massive de ces formes d'engagement, ça re-questionne le modèle de la représentation des usagers bénévoles. Bah oui, quand vous avez un patient partenaire rémunéré qui va arriver dans un centre et que le représentant des usagers, il va avoir arrivé cette personne-là, il va dire « Ah bon, t'es payé toi, mais qu'est-ce que tu fais exactement ?» Ça vous remet les choses à zéro en matière de « Bon, mais alors, ok, s'il y a une massification de l'intervention de ces personnes, mais alors, qu'est-ce qui n'a pas marché dans le modèle précédent et comment on peut faire mieux et surtout comment on peut faire des interfaces entre les différentes formes d'engagement ?» Hannah Arendt disait « La démocratie, c'est penser l'espace qu'il y a entre les gens ». Je pense qu'aujourd'hui, l'espace... Parce qu'on a fait quand même une démocratie en santé d'instance. Ça a rassuré tout le monde qu'on ait des textes bien propres. Quand même, vous vous rendez compte, pour les commissions des usagers, on a mis par décret le nombre de commissions des usagers qu'il devait y avoir dans l'année. Enfin, c'est d'une rigidité absolument extraordinaire. Et donc, moi, je pense qu'on est aussi à l'ère de l'informel et qu'on va devoir, les gouvernances hospitalières et des établissements médico-sociaux vont devoir développer de nouveaux interstices, de nouveaux espaces informels de rencontres et de co-construction sur des projets précis pour faire avancer les choses, et bien plus que dans une instance où vous avez régulé les choses à coup de décrets et d'arrêtés, quoi. Donc ça, j'ai vraiment une conviction là-dessus. Les arrêtés, les décrets nous ont permis, attention, de nous implanter. Hein. C'est pas pour rien que aujourd'hui, en hospitalier, il y a des CDU partout en France, et qu'en libéral, tout ça n'existe pas ou de manière tout à fait émergente. Donc je crache pas sur les textes, mais peut-être que de nouvelles manières d'expérimenter, ça va être justement dans des espaces un peu plus informels de co-construction avec les personnes concernées. Alors ça, c'est dans le document France Asso, donc je ne détaille pas. Quand même, ça va être un sacré défi. Hein. Moi, j'ai déjà des cas de tension entre des représentants des usagers et des patients partenaires, pères aidants, etc., qui ne savent pas comment encore travailler ensemble. Donc oui, il y en a un qui est au niveau de la défense des droits et l'autre qui est dans l'accompagnement concret des projets. Mais on voit parfois qu'on peut inviter les représentants des usagers dans la même salle. Et donc, c'est notre devoir d'imaginer de nouvelles interfaces à penser entre ces gens-là. Parce que sinon, il va y avoir des tensions, et il y en a déjà. Hein. Moi, j'ai déjà des remontées de représentants des usagers très énervés qui m'appellent et qui me disent « Non mais Alexis, tu te rends compte, ils sont même pas issus d'associations agréées, on sait même pas d'où ils viennent, etc. » Bon, bref. Donc, il y a un vrai travail, et ce travail est devant nous, et c'est probablement avec les soutiens des directions qu'on y arrivera, à créer des espaces d'interstices informels entre les différentes formes d'engagement,
au cœur des projets. Moi, je pense que quand il y a un projet, évidemment, si on les met dans la salle et on dit allez-y, présentez-vous, on va pas réussir à grand-chose, quoi. Je pense que c'est parce que on peut partir, par exemple, des plaintes et réclamations d'un projet concret ou de la refonte d'un service ou l'amélioration d'un parcours en cardiologie ou en accueil de jour sur des personnes en situation de handicap, et comment on améliore les choses sur des projets concrets qu'on peut améliorer les choses. Bon, voilà. Les interfaces à penser. Je suis désolé, j'ai un versant un peu sanitaire, ça s'est vu, je pense. Désolé. Bon, on peut parler médico-social aussi. Je pense que les projets médico-sociaux, entre les CVS, cette instance finalement du quotidien, d'ailleurs dont le décret du 25, là, on voit pas trop bien vers quoi il va. Hein. Je vous avoue que c'est un essai de tentative d'aller vers les CDU, un peu loupé, puisqu'on renvoie, quand il y a une plainte et réclamation, vers des personnes externes. Bref, cette demi-teinte de CVS, on voit bien que c'est une instance qui n'est pas comme les CDU, c'est une instance de dialogue du quotidien qui fait participer les personnes concernées. Mais moi, je vois des projets absolument fabuleux, par exemple, de l'APA France Handicap, qui, pour les projets personnalisés et individualisés, on fait rencontrer des pères aidants, c'était dans le handicap, et donc des gens qui avaient réussi à, entre guillemets, à réaliser leur projet de vie. Et pour préparer les projets individualisés, cette préparation du projet individualisé avec la personne concernée se faisait avec un père aidant. Et on voit dans le mémoire que j'ai vu là-dessus, il y a énormément d'applications. Ça aide à rendre concret et à montrer que c'est possible finalement d'avoir un projet individualisé qui tient la route, que de le préparer avec un père qui a le même handicap ou qui s'en est sorti ou qui a la même maladie dans le sanitaire. Donc, on voit bien qu'il y a des nouvelles interfaces à inventer, y compris dans le médico-social, entre cette instance de dialogue du quotidien qu'est le CVS et l'expertise d'usage des pères aidants, par exemple, dans le cadre de projets individualisés, etc., etc. Bon, voilà, je suis peut-être un peu trop long. Simplement, un enjeu crucial, le recrutement. Pour ça va être votre casse-tête numéro 1 en tant que direction d'établissement. C'est pas une affaire simple. À Montréal, la direction du partenariat, d'ailleurs, a fait plusieurs guides bien épais. En fait, on est sur un projet émergent et donc qui est fragile et donc qui doit s'appuyer sur des personnes et on le voit, il y a une nouvelle génération de leaders, de patients et de personnes accompagnées qui sont incroyables et qui ont un potentiel transformationnel énorme dans les établissements, mais il faut pas se planter, quoi. Il faut pas se planter et donc il faut repérer dans vos établissements les projets à potentiel de co-construction et, j'allais dire aussi, les professionnels de santé et les intervenants qui sont dans une posture de co-construction. Alors ça, c'est pour ça que dans les établissements, vous n'avez pas tous les services qui se mettent à lancer des projets d'engagement des usagers. Vous avez en général un ou deux praticiens leaders, d'ailleurs praticiens paramèdes ou travailleurs sociaux, enfin un ou deux professionnels leaders qui voient, vous les identifiez dans les directions d'établissement, qui voient le potentiel de co-construction, qui voient qu'on peut faire mieux dans l'élaboration de projets quand on associe les personnes concernées. Et donc voilà, pour vous, à mon avis, direction, le premier travail, c'est de repérer entre guillemets les leaders de la co-construction. Ensuite, et ça c'est probablement le plus dur, mais heureusement on a des guides actuellement, c'est de repérer les usagers que vous allez associer au projet de co-construction. Et donc là, oui, c'est un vrai processus de sélection avec préqualification téléphonique, entretien individuel avec les personnes concernées, et on va discuter des projets, etc., etc. Et donc c'est un vrai processus de sélection, il ne faut pas avoir peur des mots. Et dans ce que je vois dans les initiatives innovantes, dans les établissements, ensuite, on lance un binôme. C'est-à-dire, c'est un binôme professionnel de santé ou du médico-social leader et personnes concernées
sur un projet j'en sais rien, de refonte d'un service, de réorganisation d'un service, ou même de refonte d'une brochure. Et finalement, ça marche en binôme, ce binôme leader, professionnel de santé ou professionnel du médico-social, personne concernée, qui intervient au cœur des projets de transformation et qui fait changer les choses, qui font changer les choses. Voilà, donc c'est pas simple, j'en conviens, on peut se planter, mais je vous assure qu'il y a un potentiel transformationnel immense et qu'on n'est qu'au début et que il y a des changements dans les autorisations sanitaires, il y a des projets de loi, il y a énormément de transformations de part et d'autre, mais je pense qu'on est à 5% du potentiel transformationnel du truc et qu'on va sur un raz-de-marée gigantesque qui est absolument génial. Et ça va être bien. Voilà. C'est pas la meilleure conclusion, je pense, mais je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et puis, le plus intéressant, ça va être de parler avec vous. Je finis quand même sur une citation de l'immense chercheuse Olivia Gross, qui est titulaire de la chaire de l'engagement des usagers, la première en France, à Paris 13, et qui nous dit finalement la démocratie en santé, sans co-construction, ça sert à rien, c'est un leurre. Et je pense que on vient tout juste de comprendre ce que ça veut dire par là et qu'on va avoir dans les années à venir une application pratique de tout ça et ça va être absolument passionnant. Donc vous arrivez au bon moment dans le système de santé pour le transformer au co-construisant. Voilà, merci. Il n'y a plus de batterie. Celui-là, il n'y a plus de batterie non plus. C'est formidable. Sinon, ils vont poser la question là et je vais la répéter au micro. On a un souci de micro. Je vais parler ici. Alors on a un petit souci de micro, visiblement ils étaient bien sur le support de charge mais ça n'a pas chargé. Donc en attendant, ce que je vous propose, c'est que je vais passer, prendre les questions, on les répétera à voix haute pour que tout le monde entende. Et voilà, on jouera comme ça pour que chacun puisse poser des questions et que chacun entende les questions qui sont posées. Et puis évidemment, on répondra. Ça va rajouter un petit peu de latence, mais on est bon. Donc, est-ce que déjà, il y a des questions? N'hésitez pas. Oui. Si vous la dites à voix haute, on va répéter. La participation de ces nouveaux usagers, en fait, est-ce qu'on pense à la partie rétribution par rapport à la contribution qu'ils peuvent apporter à l'établissement de santé? Est-ce que les tutelles, à la RS, par exemple, pour faire peut aider Avoir des enveloppes ou des choses comme ça, c'est ça? La question, je pense que tout le monde a à peu près entendu, mais c'est pour être sûr que c'est sur l'enveloppe. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a des enveloppes qui peuvent être prévues de financement, y compris dédiées pour les établissements, pour permettre la rétribution ou le dédommagement, en tout cas, des personnes engagées, du coup, qu'elles soient soignées ou accompagnées. Je ne déforme pas la question, c'est ça? Alors, à chaque fois que je fais une intervention sur ces sujets, à 88% des cas, non calcul précis, on arrive sur la rémunération. Donc, c'est une question centrale. C'est une question complexe. Pourquoi ? Parce que
comme je le disais, le modèle actuel s'est construit sur le bénévolat. Le garagiste qui décide de s'impliquer dans une commission des usagers, qui fait partie d'une association agréée du système de santé, et donc voilà. Et donc, pour rien vous cacher, on voit que ça réveille des tensions sur notre modèle associatif du bénévolat, puisque finalement, on voit que ce nouveau rôle est en phase de professionnalisation, pas pour tout. Évidemment, d'ailleurs, quand vous discutez avec des pères aidants, certains vous disent « mais moi, je suis bénévole dans une asso ou autre, et le lendemain, je suis salarié pour une autre intervention ». Et donc, en fait, actuellement, c'est un joyeux bazar, et je pense que le juriste nous dira ça, mais aujourd'hui, en fait, on a autant de modèles que de formes d'exercice. Je vais te donner un exemple très concret. Certains centres hospitaliers font intervenir bénévolement. Certains établissements font intervenir bénévolement. D'autres salarient en CDI ou en CDD. D'autres font de la prestation de service. Donc la personne se met en auto-entrepreneur et on va être en mode prestataire. Et enfin, dans une dernière mesure, il y a un modèle où c'est une association de pères aidants et l'établissement rétribue l'association de pères aidants qui elle-même rétribue les pères aidants. Donc vous voyez qu'il y a absolument tous les modèles et que il n'y a pas de règles, en fait. Il y a des montages locaux-locales, comme il y a des appellations locaux-locales, d'origine contrôlée, comme le camembert. Et en fait, vous avez les pères aidants du sud-ouest du centre hospitalier qui vont avoir leur propre organisation. Et comme il n'y a pas de spécificité, en fait, donc c'est un peu le flou artistique. Et encore une fois, ça met en tension notre modèle, nous, qui est de dire, mais finalement, on a toujours refusé la rémunération du bénévolat, puisque par définition, le bénévolat n'est pas rémunéré. Et donc là, on se retrouve quand même avec cette question-là qui nous arrive de plein fouet. Et pour rien vous cacher, on est en fait actuellement en plein débat entre associations sur ces sujets-là, et que tout le monde n'est pas d'accord. Je rebondis sur ce que vous dites. En fait, je pense qu'il faut distinguer le principe et les modalités. Sur le principe, il y a ce que vous dites, c'est voilà, si je suis bénévole, il n'y a pas de contribution, il n'y a pas de rétribution, quelle qu'en soit la forme. C'est déjà une position presque philosophique, fondamentale. Et puis après, si on accepte un principe d'une rétribution, enfin d'une contrepartie, il y a la modalité qui change tout. Une indemnisation, c'est pas une rémunération. Une indemnisation, c'est la compensation de frais engagés ou la compensation d'un temps consacré. Mais on sent bien, on le voit avec les stagiaires. Les stagiaires, ils sont indemnisés, ils ne sont pas rémunérés. Parce que si on dit le mot rémunération, pardon, je réfléchis comme un juriste, mais la rémunération indique un statut particulier, notamment lié, par exemple, à un salariat. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un contrat de travail, c'est-à-dire qu'il y a un statut, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences. Et si je fais un autre parallèle, ce qu'on appelait avant la recherche biomédicale, les essais cliniques, quand une personne participe à un processus d'élaboration, de mise au point d'un nouveau traitement, il a une indemnisation, il n'a surtout pas une rémunération. D'accord ? Parce que sinon, ça veut dire qu'il vend la chose, il vend sa participation, il vend un élément de lui-même. Alors après, pas d'hypocrisie, je peux appeler une indemnisation quelque chose dont le montant fait qu'il correspond en réalité à une rémunération. Mais c'est déjà pas pareil. Il y a une différence de degré, il y a une différence de nature. Et c'est vrai que quelqu'un pourrait tolérer une indemnisation et ne surtout pas accepter une rémunération parce que ce sera contraire à sa mission en disant non mais si moi, je reprends votre mot de professionnalisation, c'est un mot qui pourrait paraître tout à fait neutre pour certains, selon des questions de génération, et puis qui pourrait tout à fait hérisser d'autres en disant non, mais je ne veux surtout pas être rémunéré, je ne veux surtout pas être professionnalisé, parce que sinon je suis du système, je suis dans le système. Alors que moi, mon rôle de représentant des usagers, c'est de parler de l'extérieur. Je veux certes être au centre, mais je veux en fait avoir une expertise centrée sur l'extériorité de celui qui n'est pas un professionnel
et celui qui a une vision qui n'est pas la vôtre. Si je suis un professionnel comme vous, je suis plus complémentaire, j'ai plus l'utilité. J'ai pas de position sur le sujet, mais ça peut être assez clivant comme question. D'autres questions? Oui. Par rapport à l'expertise de ces nouveaux partenaires pour les gouvernances, en fait, on se base sur leur expérience de patients, mais c'est pas rattaché à un référentiel, à des recommandations de bonne pratique. C'est dépendant un peu de la personne avec qui on va faire le partenariat. Alors, ça, il faut l'accepter. La question est donc celle de ce flou autour de l'expertise et de la nature de cette expertise qui est mise en avant, cette expertise expérientielle. Effectivement, hein, c'est ça autour du fait qu'effectivement, il n'y a pas en face d'études spécifiques sur des connaissances en termes ou des compétences en termes de bonnes pratiques ou même de référentiels de compétences, même si là-dessus, je pense qu'il y a du travail qui est en cours. Ouais, alors c'est toute la question du déploiement des modèles. Alors en fait, il y a plein de référentiels. En fait, pour rien vous cacher, hein, le modèle de Montréal, il y a énormément de recherches sur les savoirs expérientiels. Alors en France, on a F. Gardien, la sociologue qui travaille beaucoup sur les savoirs expérientiels. Vous pouvez regarder, elle fait des travaux incroyables. Sur le modèle de Montréal, c'est la direction du partenariat patient de l'Université de Montréal. Ils ont été très très loin, et d'ailleurs c'est des chercheurs français qui n'ont pas réussi à développer le modèle de Montréal en France et qui l'ont donc développé à Montréal. Et ce qui est rigolo, c'est que maintenant il se développe à fond en France. Bref, Luigi Flora pour pas les citer, Alexandre Berkès et bien d'autres. Et en fait, ils ont poussé très très loin en développant un référentiel de compétences du patient partenaire pour lui-même, du patient ressource et du patient coach. Ça, c'est la terminologie du référentiel de compétences de Montréal. Donc, ils ont évidemment conduit de nombreux travaux de recherche sur ces sujets-là, que je pourrais vous donner le référentiel de compétences, si vous voulez, donc du patient partenaire pour lui-même, donc dans ses soins. Quelles sont les compétences mobilisables dans ses soins pour être patient partenaire? Quelles sont les compétences mobilisables pour être patient ressource, donc pour être ressources auprès d'autres patients, et être patient coach. Donc les patients coach dans le modèle de Montréal, c'est ceux qui recrutent les patients ressources et qui font les interfaces avec les administrations, etc., etc. Et donc on a toute une littérature scientifique sur ces savoirs, et c'est vrai que c'était pas si vrai. Les travaux en fait se massifient énormément et qu'on commence à avoir vraiment beaucoup de choses très intéressantes, et je crois qu'il y a des démarches pour transposer d'ailleurs les référentiels de compétences de Montréal à la France. Voilà. Et j'ai oublié Marie-Pascale Pomé, évidemment, dans la chercheuse leader numéro 1. Bon, bref. Mais donc voilà. Donc pour vous répondre, c'était une des craintes, notamment des cliniciens à l'époque à Montréal. Ils se sont dit, du coup, il faut qu'on produise de la recherche pour montrer que tout ça n'est pas une affabulation, et en fait, il faut des données probantes et solides pour développer tout ça. Voilà. Il y a deux questions, je crois. Première question au fond, et puis après, je vous ai bien vu. Merci. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que vous vouliez dire par le côté informel tout à l'heure, mais ouais. Moi, ce que j'imaginais, c'était qu'il n'y a pas de cadre aujourd'hui, finalement, plus que ça, que du coup, c'est l'ouverture pour pouvoir créer des nouvelles formes de coopération. Le risque, c'est quand même qu'on arrive vers après une modélisation et des indicateurs à remplir, des choses comme ça, pour dire qu'on fait bien le travail, et du coup pour l'appauvrir. Est-ce que l'enjeu, c'est pas de faire durer au maximum cette période pendant laquelle on est dans tous les sens, quoi.
Bon, je pense que tout le monde a entendu, mais pareil, c'est pour la captation ensuite. L'idée, je vais le faire plus court, mais en gros, est-ce que la formalisation risque pas de nuire, en fait, d'appauvrir, pour reprendre votre terme, cette effervescence qui existe aujourd'hui et cette imagination, finalement, cette créativité dans les différentes formes de partenariat entre les différentes parties prenantes, et incluant évidemment les personnes accompagnées et soignées, et donc y compris en incluant des aspects de pilotage et d'indicateurs dans lesquels on pourrait imaginer qu'on essaie de cocher les cases plus qu'on essaie de développer le partenariat. Est-ce que je ne déforme pas trop votre propos ? Votre question, elle est excellente. En fait, on voit bien, il y a une... Enfin, je laisserai peut-être, mais il y a une tentation de la norme en France. Enfin, vous voyez bien comment la démocratie en santé a été implantée, la loi, ensuite les décrets, ensuite les arrêtés, etc. Bon, c'est toujours le risque en France. Et bon, j'ai des débats très vifs là-dessus. Est-ce qu'il faut poser un cadre ou est-ce qu'il faut encore laisser bouillonner ? De toute façon, là, il y a eu la proposition de loi déposée par Monsieur Vaitou qui va devenir la future loi de santé. J'ai pas encore vu l'arrivée d'un cadre réglementaire sur et l'arrivée d'un article du Code de la santé publique sur les nouvelles formes d'engagement. Donc, il n'y a pas encore la maturité, je pense, sauf sur certaines ARS qu'ont identifié ce changement majeur. Certaines ARS, notamment celle de Nouvelle-Aquitaine, la finance des postes. En Occitanie aussi, il y a pas mal d'avances. En Bretagne aussi, bon, il y a des terreaux. Mais si vous voulez, il n'y a pas encore une conscience, et donc une conscience normative, de l'explosion de ces nouvelles formes d'engagement. Il n'y a pas encore... En fait, le droit... et donc, il va y avoir une tentation à un moment donné, je pense, de reprendre la main pour dire c'est le bazar. On n'arrive pas déjà à comprendre la multiplicité des formes. Et donc, je pense qu'on va être assez rapidement soumis. Et en fait, je suis partagé sur votre question. Je pense qu'il faut laisser bouillonner. Et en même temps, à un moment donné, pour la compréhension du sujet, et pour l'implémentation, et pour l'essaimage, peut-être qu'il faudra une régulation. Alors, ça sera peut-être une régulation à minima très large. Voilà, alors, un article du Code de la santé publique très large qui renvoie à une recommandation de bonne pratique, qui laisse les acteurs probablement s'auto-organiser. Mais ça, je laisse... Il y a des meilleurs experts que moi pour... Non, c'est pas meilleur, c'est juste un autre point de vue, un autre regard. Mais si vous vous souvenez de la première diapo où je présentais les différentes formes d'engagement, forme individuelle, forme collective. Les formes collectives sont déjà très, très encadrées. Ça, on est d'accord. Surencadrées. Les formes individuelles, si on regarde les formes individuelles, il y avait auprès de soi, auprès des autres. Auprès de soi, il y a les droits des patients, très encadrés. Il y a l'éducation thérapeutique, encadrée. Auprès des autres, il y a l'éducation thérapeutique dans une autre mesure par l'autre, pas encadrée, patient expert, patient partenaire non encadré. En réalité, si vous faites le bilan, il y a quand même une grande majorité des formes d'engagement qui sont aujourd'hui juridiquement encadrées, même si le cadre n'est pas forcément satisfaisant. Donc, c'est-à-dire que la question se pose en réalité sur une minorité des formes et sur les formes les plus nouvelles, les plus récentes. Ça relativise déjà le périmètre sur lequel on pose la question. Après, sur ce périmètre-là, effectivement, je pense que c'est une question d'équilibre. C'est Montesquieu qui disait « il ne faut toucher aux lois qu'avec la main tremblante ». C'est-à-dire qu'il faut, faut pas trop de réglementation, trop de normes tue la norme. Il faut probablement encadrer en partie, parce que sinon le risque c'est la dispersion. Et l'encadrement permet non pas l'uniformisation, mais l'harmonisation, histoire que chacun puisse se saisir de cet outil de la même manière, quelle que soit la volonté politique des gens en face. Alors c'est sûr que celui qui avait une volonté politique forte, il dira à quoi ça sert.
Mais celui qui était en face d'une volonté politique totalement faible, il sera bien content de trouver ça. Et après, il ne faut pas surréglementer non plus, il ne faut pas enfermer. Mais on a l'expérience, notamment dans le médico-social, de structures qui viennent, de notions qui viennent de la base et qui ont été jugées comme tellement bonnes qu'elles ont été, entre guillemets, validées et officialisées. Si c'est ça, ça peut être intéressant. Il y avait une question. Donc, question sur le périmètre sectoriel du modèle de Montréal. Alors, à Montréal, enfin, il y a d'autres gens qui seraient mieux placés pour moi d'en parler, mais le cœur, en fait, la naissance, vraiment l'acte fondateur, voilà, c'est ça. C'est vraiment cette équipe de chercheurs dans la formation des professionnels de santé. Donc, la conceptualisation, la conception, c'est on a des étudiants, on voit que le niveau d'empathie est pas là, etc., etc. Et donc, finalement, toute cette réflexion-là, elle est quand même assez sanitaire et encore plus issue de la formation des étudiants. Et de se dire, on va utiliser des savoirs expérientiels dans la formation des étudiants. Après, il y avait évidemment d'autres démarches. En fait, c'est très, comme en France d'ailleurs, c'est très par grappe, et notamment de pathologies, et notamment sur les pathologies chroniques et la santé mentale. C'est-à-dire que nous, on a vu la grappe Fédération française des diabétiques, maladie chronique, et donc vit avec la maladie pendant l'éternité pendant toute sa vie. Et donc, voilà, on a eu les hémophiles, énormément d'actes de soins qui reposent sur la personne elle-même. On a la santé mentale en conception des choses, avec des pères aidants en santé mentale, des groupes d'autosupport. On a la précarité, avec ATD Carmonde, associer les savoirs expérientiels. Donc, en fait, ce qui est très marrant, c'est qu'il y a une massification et une arrivée très forte dans le système de santé, mais en fait, on avait des petits groupes historiques qui s'étaient quand même intéressés à cette question et qui utilisaient déjà la question des savoirs expérientiels. Simplement, ce qui se passe là ces dernières années, c'est que ça reste plus à l'échelle des associations ou entre petits groupuscules de groupes d'autosupport en santé mentale ou autres, mais que là, on arrive en fait à une massification dans les établissements, au cœur des soins. Et pour vous répondre, donc oui, à Montréal, il y avait déjà des questions autour du médico-social, de la santé mentale et du handicap, mais c'était des petits groupuscules et plutôt sous forme de groupes d'autosupport. Et là, le vrai changement, il est celui-là, il est celui de la massification et de l'impact en lien avec les établissements de santé. Ouais. Une dernière question, du coup. Alors, c'est... Ouais. Ouais, bon, question de l'élargissement ou de la place déjà occupée par des associations du secteur social, protection de l'enfance au sein de France Asso Santé. Alors, c'est une autre excellente question. Comment vous dire ? En fait, c'est une de nos grandes hésitations stratégiques. Je m'explique, France Asso, loi de 2016, Marisol Touraine nous institutionnalise par l'article 1 de la loi de 2016. On est très sanitaire. On est
tout juste du bout du doigt. Vous avez vu, il n'y a qu'à la 18e slide que j'ai parlé de CVS. Et donc, on a quand même, et puis même dans l'organisation de nos collèges, on a une surreprésentation des associations de patients. Et on a vraiment du mal à épouser le champ médico-social. Alors, le champ social, n'en parlons même pas, on n'a pas trop d'assauts, enfin, on n'a pas tellement d'assauts du social. Et c'est le mythe fondateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à aller vraiment sur le champ sanitaire, à l'investir pleinement. Le médico-social, tout juste. Il a fallu une réforme des CVS pour qu'on s'y intéresse. On commence à faire des formations, par exemple, il y a certaines délégations régionales qui font des formations croisées, RU en CVS, avec RU en commission des usagers, avec membres de CVS. Donc c'est émergent par-ci, par-là. Mais alors, quant au social, là, on a dit, oula, le champ est... Enfin, voilà. Donc, on n'arrive pas... Pour être très, très honnête, on n'arrive pas à couvrir l'immensité... on arrive tout juste à traiter du médico-social. Et quant au social, non. Voilà. Je ne sais pas si on y arrivera un jour. Alors après, il y a d'autres champs. Hein. Il y a des assos qui s'en occupent, mais non, pour être complètement honnête, on a du mal à couvrir ce champ-là et je ne sais pas si on y arrivera un jour. Alors, est-ce que vous communiquez, connaissez, avec une sorte de veille sur les autres interlocuteurs en dehors de votre périmètre principal d'action ? Alors, oui, alors quand même, on est en interaction avec notre environnement. Par exemple, sur la FEAP, on a désigné qui voulaient monter une commission des personnes accompagnées. Donc, on a désigné des représentants. On a désigné des représentants à la FHF. On a moi, je participe régulièrement tous les ans à la journée de la Fédération de l'hospitalisation privée. Donc, on voit bien qu'on a des liens avec les fédérations hospitalières. Je ne sais pas s'il existe des collectifs interassociatifs représentant les intérêts des personnes accompagnées dans le social. C'est une bonne question. Peut-être que ça existe. Mais je ne saurais pas vous dire. Donc, mon absence de réponse vous en dit long, je pense. Sur la visibilité, oui, vous avez raison. Mais qu'est-ce que c'est dur d'être visible, en fait. Qu'est-ce que c'est dur. Il n'y a rien de plus difficile. Il faut communiquer en permanence sur ce que c'est, on voit bien, on fait de la presse quotidienne régionale, mais en fait, c'est... en dehors du spot TV qui expliquerait, ou des interventions sur la matinale de France Inter, ou sur des médias de masse grand public, c'est très difficile. En fait, on n'a pas les reins. C'est des milliers d'euros un spot publicitaire sur France 2 ou sur. Donc voilà, il faut être malin. Faut être aux journées portes ouvertes, faut faire de l'affichage dans les établissements, faut autant que faire se peut présenter ce qu'est la représentation des usagers, mais en fait c'est un travail sans fin, quoi. C'est un travail sans fin et c'est très très difficile, donc on s'y attelle, mais à moindre mesure, quoi. Merci. Alors j'ai le mauvais rôle, hein, je dois garder le temps. Parce que justement, on va faire une pause. Alors, je crois que sur le programme, il était prévu 15 minutes de pause. Moi, je propose qu'on fasse 10 minutes de pause. On vient de gagner 5 minutes. Parce que justement, après, on a deux orientations, 2 retours d'expérience. Une plutôt dans le sanitaire et une plutôt dans le médico-social, le champ du handicap notamment. Donc, c'était aussi souhaité comme ça, et notamment avec la FEAP, parce que pour élargir ce champ-là. Et puis, on reviendra sur la conclusion aussi. C'est intéressant d'entendre qu'une grande partie du secteur du médico-social a été créée par les usagers eux-mêmes, en fait. Et pour autant, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, on doive se poser des questions sur le rôle de la place et de l'expérience dans ce secteur-là. Donc, on voit bien que la professionnalisation n'est pas
la seule garante dans le temps de maintenir justement ce lien avec l'expérience vécue ici et maintenant. Une petite pause, merci beaucoup. Merci.